Bon, on va passer au 4e dossier. Donc, il s'agit d'un homme de 57 ans qui vous consulte pour des lésions des jambes. C'est un ancien chauffagiste qui a eu un accident de la voie publique il y a une trentaine d'années avec beaucoup de fractures, qui a été opéré plusieurs fois, allé en réanimation. Et il a aussi comme antécédent une inflammation du testicule qui est traitée par anti-inflammatoire qu'il a eu 3 mois auparavant. Par ailleurs, il est hypertendu, dyslipidémique avec les traitements adéquats. Il est tabagique actif à 52 paquets années. Depuis 2 mois, il se trouve très fatigué, il a faim, il a plus faim, il a perdu 6 kilos. Puis, il a eu des douleurs des chevilles, des genoux, des coudes. D'abord, retenez que c'est quelqu'un, un homme, plutôt âgé. Il a des atteintes dermatologiques, il a des atteintes de l'état général avec une altération de l'état général, et il a des atteintes articulaires. Parmi ses antécédents, notez qu'il a des fractures multiples et une rupture de rate. Il est peut-être immunodéprimé. Il a peut-être aussi été infecté parce qu'il a été transfusé dans les années 70. Et il a cette inflammation du testicule droit. Ceci sont ces lésions cutanées au niveau des membres inférieurs. Donc ce qu'il faut que vous remarquiez, ce qu'il faut noter, décrivez-les. Il s'agit de lésions cutanées qui sont rouges, qui sont érythémateuses, qui sont légèrement en relief. Vous voyez, ceci. Ce sont des lésions qui sont bien limitées, puisqu'on peut délimiter le contour au stylo. Elles sont localisées essentiellement au niveau des membres inférieurs. Elles sont associées à un petit peu de nécrose. C'est-à-dire, par exemple, ici ou ici. Bon. L'éruption cutanée est survenue depuis la veille dans un contexte de fatigue intense. Le patient était fébrile à 38,6 degrés et les lésions ne cèdent pas à la vitropression. Donc vous avez un patient qui a une altération de l'état général, des lésions cutanées érythémateuses qui ne cèdent pas à la vitropression, qui a des douleurs articulaires et de la fièvre. Première question, qu'est-ce que vous devez rechercher en urgence à l'examen clinique? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez maîtriser dans votre pratique quotidienne, aux urgences. Chez ce patient, on suspecte du purpura au niveau des membres inférieurs. Il a du purpura qui est apparu rapidement, sur une journée. Et c'est vraiment une urgence diagnostique. Il faut éliminer tout ce qui peut être grave. Et c'est essentiellement le purpura fulminans. C'est la grosse urgence à éliminer. Purpura fulminans, c'est ce qui est associé à des méningites infectieuses, essentiellement les méningites à méningocoque ou à pneumocoque. Et ça donne des tableaux de choc septique qui sont très rapidement péjoratifs. Il faut donc que vous recherchiez essentiellement devant un purpura le syndrome méningé. Syndrome méningé, c'est les céphalées, la raideur de nuque, tout ce qui est nausées, vomissements, troubles de la conscience. Un purpura plus un syndrome méningé fébrile, c'est un purpura fulminant jusqu'à preuve du contraire. Le patient doit avoir une antibiothérapie intraveineuse immédiate et être transféré en réanimation. Ensuite, un purpura doit faire éliminer tous les problèmes hémorragiques graves. Rechercher des hémorragies extériorisées, des thromboses, des signes de coagulation intravasculaire disséminés. Donc vraiment, retenez, purpura, éliminez ce qui est grave. 2 choses, le purpura fulminans avec la méningite et le syndrome hémorragique avec la coagulation intravasculaire disséminée. Quels sont les 2 types de purpura et comment les différencier? Alors on a 2 types de purpura. On a le purpura thrombopénique. Purpura thrombopénique, c'est un manque de plaquettes, fait qu'on a des problèmes d'agrégation plaquettaire, qui fait une extravasation de sang hors des vaisseaux. Ça donne un purpura qui est monomorphe, qui est pétéchial, c'est-à-dire qu'il est par petites taches, ou échymotique, en nappe, qui est sans relief, c'est uniquement des macules. C'est un purpura qui est diffus, qui peut atteindre les muqueuses, qui n'est pas influencé par la position. Donc retenez purpura thrombopénique, qui est vraiment monomorphe, pétéchial, diffus, atteinte muqueuse.
Et le deuxième type de purpura, c'est le purpura vasculaire. Le purpura vasculaire, il a un aspect polymorphe. Il évolue en plusieurs poussées, donc on a des lésions qui peuvent être d'âge différents. C'est quelque chose qui est en relief, c'est-à-dire qui est nodulaire. On peut avoir des zones nécrotiques que l'on n'aura pas dans un purpura thrombopénique. Si vous voyez une zone nécrotique, il s'agit d'un purpura vasculaire. Il est essentiellement déclive, donc chez les patients qui sont ambulatoires, qui sont debout, ce sera prédominant au niveau des jambes. Il n'y a pas d'atteinte muqueuse. C'est un purpura qui est aggravé par l'orthostatisme, ce qui correspond à la topographie déclive, qui évolue par poussée. Et on peut avoir une multitude de signes associés qui sont évocateurs de vascularite, que ce soit le livédo, les arthralgies, des douleurs abdominales, des douleurs musculaires, une altération de l'état général, de la fièvre. Et donc le purpura qui est présenté par ce patient, c'est vraiment évocateur de purpura vasculaire. C'est quelque chose qui est en relief, qui est nécrotique, qui est déclive, prédominant au niveau des jambes, sans atteinte muqueuse. Décrivez les lésions du patient. De quel type de purpura s'agit-il? Donc, si on reprend la photographie, il s'agit d'un purpura parce que c'est un érythème ne cédant pas à la vitropression. Il est localisé dans les zones déclives, les jambes, les pieds. Il a un aspect polymorphe. Et on voit différents types de lésions sur les images avec des poussées d'âge différents. On peut remarquer des nodules en relief. Donc il s'agit de purpura qui est infiltré, qui est nodulaire. Et on peut remarquer différents éléments nécrotiques. Donc il s'agit d'un purpura vasculaire. On a vraiment tous les arguments pour ça. C'est très important de faire la différence entre un purpura vasculaire et un purpura thrombopénique parce que d'une part, les étiologies sont totalement différentes, d'autre part, la prise en charge est totalement différente. Et c'est vraiment la clinique qui va être la première chose pour vous informer sur ce diagnostic. Quelles sont les étiologies que vous évoquez devant ce tableau? Donc, on a un tableau de purpura vasculaire chez un patient qui a une altération de l'état général et des douleurs un petit peu diffuses. Les purpuras vasculaires, il faut rechercher avant tout les causes infectieuses. Le VIH, les hépatites B et C, l'endocardite infectieuse, le paludisme. Mais retenez vraiment, purpura vasculaire, les causes infectieuses. VIH, endocardite, paludisme. Ensuite, on a des causes inflammatoires, certaines connectivites, notamment le lupus et le syndrome des antiphospholipides, qui peut être associé à du purpura vasculaire. Pensez aux vascularites, les vascularites qui sont, parmi les maladies de système, les premiers pourvoyeurs de purpura. La plus fréquente étant la périartérite noueuse, mais on peut avoir dans les vascularites des petits vaisseaux, la maladie de Wegener, la micropolyangéite, la maladie de Churg-Strauss, on peut avoir le purpura rhumatoïde, différents types de vascularites. Pensez également que des médicaments, des allergies médicamenteuses peuvent donner du purpura vasculaire. C'est ce qu'on appelle les vascularites d'hypersensibilité. Enfin, pensez aux emboles des cristaux de cholestérol, qui est un syndrome qui survient chez les patients pléthoriques, athéromateux, souvent à la suite d'un geste intravasculaire, comme une coronarographie ou une chirurgie vasculaire. Votre examen clinique retrouve une hyposensibilité de la face externe du pied et de la jambe gauche, une difficulté à relever le pied gauche. La sensibilité s'est réduite sur la face postérieure de l'avant-bras, de la main et du pouce droit. Le testing musculaire retrouve une faiblesse à l'extension du coude, du poignet et des doigts à droite. Comment est-ce que vous interprétez cet examen neurologique? C'est quelque chose de très important. Donc on a la face externe du pied et de la jambe gauche qui est peu sensible et une difficulté à relever le pied gauche. Cette difficulté à relever le pied gauche, c'est ce qu'on appelle un stépage. C'est une atteinte neurologique qui est assez spécifique de l'atteinte du nerf sciatique poplité externe. Ensuite, on a un déficit qui est réduit sur la face postérieure de l'avant-bras, de la main et du pouce droit. Et donc chez ce patient, on a deux atteintes neurologiques distinctes. On a une atteinte du nerf radial droit. Le nerf radial droit, il fait la sensibilité de la face postérieure du membre supérieur droit et l'extension au niveau du coude, du poignet et des doigts. Et on a une atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche qui fait
la sensibilité des zones lésées chez ce patient et le relevage du pied, ce qui est responsable du steppage du patient. Chez ce patient, on a une atteinte qui est asymétrique au niveau de 2 troncs nerveux. C'est un tableau que l'on appelle une mononévrite multiple. C'est quelque chose qui est un syndrome qui est très important en neurologie. On peut avoir soit une atteinte d'un seul nerf, soit une atteinte de plusieurs nerfs. Parmi les atteintes de plusieurs nerfs, on peut avoir une atteinte qui est symétrique, c'est les polyneuropathies, ou une atteinte qui est asymétrique et asynchrone. Il s'agit de mononévrite multiple. Ça ne correspond pas aux mêmes étiologies ni aux mêmes tableaux cliniques. La mononévrite multiple, c'est un syndrome neurogène périphérique, tronculaire, multiple, asymétrique, asynchrone et successif. Retenez les principales étiologies des mononévrites multiples. C'est essentiellement le diabète, la lèpre et les vascularites. On a énormément d'autres étiologies, mais retenez diabète, lèpre et vascularite. Le diabète étant la principale cause dans nos pays, la lèpre la principale cause dans les pays du tiers-monde, et les vascularites qui sont les principales causes lorsqu'elles sont associées à des maladies de système. Votre examen clinique met en évidence un livédo des cuisses et des douleurs musculaires diffuses. Quel diagnostic suspectez-vous? Quelle pathologie associée devez-vous systématiquement rechercher? Donc, reprenons l'histoire de ce patient. C'est un homme âgé. Il a plusieurs antécédents, notamment une histoire de douleur testiculaire inflammatoire quelques mois plus tôt, qui doit vous faire penser à une orchite, une inflammation testiculaire. Il a du purpura vasculaire et une multinévrite dans un contexte d'altération de l'état général. Ces symptômes doivent vous faire vraiment évoquer une pathologie qui est le purpura, qui est la périartérite noueuse. La périartérite noueuse, c'est une des premières causes de purpura vasculaire chez l'adulte. Ça touche des hommes âgés. L'orchite, c'est une manifestation qui est très évocatrice de périartérite noueuse, et la multinévrite également. Donc chez ce patient, on suspecte une périartérite noueuse du fait de son âge, de l'altération de l'état général, l'antécédent d'orchite, les douleurs musculaires, articulaires, le livédo, le purpura vasculaire, enfin tous les symptômes nous orientent vers cette pathologie. Et les périartérites noueuses sont des maladies qui sont parfois associées à une hépatite B. Et dans toute périartérite noueuse, on doit rechercher une association avec l'hépatite B. Et d'autant plus chez ce patient qui a été logiquement transfusé dans les années 70-80 suite à son accident de la voie publique avec fracture de rate. La périartérite noueuse. Ce qu'il faut retenir, c'est je vais vous ouvrir qu'un seul tableau, c'est les critères diagnostiques selon le Collège américain de la rhumatologie, où ça vous donne une idée des symptômes importants et de la variété des symptômes qui sont possibles. On a l'amaigrissement, le livédo, les douleurs ou sensibilités testiculaires, ça correspond à l'orchite, des atteintes des muscles, des atteintes neurologiques, essentiellement des mononévrites multiples, une hypertension artérielle, qui peut être due à une sténose de l'artère rénale, une insuffisance rénale, la présence de l'antigène de l'hépatite B, c'est lorsqu'on est associé à l'hépatite B, et puis en termes paracliniques, des anévrismes ou des occlusions d'artères, ou une biopsie qui montre une inflammation des parois vasculaires. Mais retenez, la périartérite noueuse a une clinique qui est extrêmement variable. Il y a l'altération de l'état général, les signes musculaires, les signes articulaires, les signes cutanés, les signes rénaux, l'association possible à une hépatite B. Quel examen complémentaire permettra d'affirmer ce diagnostic? Donc l'examen qui va vous permettre d'avoir une quasi-certitude diagnostique quant à la périartérite noueuse, il s'agit de la biopsie, de l'histologie. Ce n'est pas le seul examen qui permet de faire le diagnostic, mais c'est un examen qui a une forte contribution dans votre diagnostic. On peut biopsier beaucoup de choses. Il faut une atteinte clinique. Il faut quelque chose dans lequel la maladie est active, qui est inflammatoire. Ça peut être la peau, ça peut être le muscle, ça peut être le nerf. Chez ce patient, on pensera
à la biopsie cutanée en premier, parce qu'il s'agit du mode de biopsie le moins invasif, et c'est un patient qui a des atteintes cutanées, donc c'est quelque chose qui sera facilement accessible. On pourrait aussi lui biopsier le muscle ou le nerf, parce qu'il y a des atteintes musculaires, des atteintes nerveuses. Retenez que dans une périartérite noueuse, il faut éviter de faire une biopsie rénale, même lorsqu'on a une atteinte rénale, parce que c'est associé à des anévrismes vasculaires, donc un risque hémorragique majeur. L'histologie va retrouver une inflammation au niveau des 3 tuniques, c'est pour ça qu'on appelle ça panartérite, et autour de la tunique vasculaire, c'est pour ça qu'on appelle ça périartérite. Ça donne des nodules inflammatoires, d'où le nom de périartérite noueuse. Quel bilan paraclinique réalisez-vous? Donc ce qu'il faut, c'est faire le diagnostic de périartérite noueuse, rechercher une association avec une hépatite B, faire le bilan de maladies associées, le bilan préthérapeutique. Ce qui est essentiel, pensez à la biologie standard pour faire le point sur le contexte du patient. Pensez à la sérologie VIH chez un patient qui a été transfusé, peut-être infecté par une hépatite B ou C lors de ces transfusions. Les sérologies hépatite B et C. Sur le plan immunologique, l'électrophorèse des protéines, qui montrera une hypergamma-globulinémie polyclonale, le complément, la bandelette urinaire pour déceler une atteinte rénale, la protéinurie des 24 heures pour déceler une protéinurie, les anticorps antinucléaires, les anticorps anti-DNA natifs. Pour le diagnostic différentiel, les anticorps anticardiolipides anti-bêta-2-GP1 pour un syndrome des antiphospholipides, les anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles pour rechercher une maladie de Wegener, une micropolyangéite ou une maladie de Churg-Strauss, facteurs rhumatoïdes, les anticorps anti-CCP, la cryoglobulinémie. Enfin, toutes ces maladies de système, ça sert dans le diagnostic différentiel et c'est ce qui va vous permettre de rechercher les autres maladies qui peuvent être associées à un purpura vasculaire. Ensuite, faites une radiographie thoracique parce que ça va vous donner aussi des informations pour rechercher un diagnostic différentiel, une maladie inflammatoire, une maladie tumorale, une maladie infectieuse. Et ensuite, chez ce patient, pensez vraiment, j'insiste sur l'électromyogramme, parce que c'est l'examen qui va permettre de caractériser les atteintes neurologiques, qui va évaluer la mononévrite multiple et rechercher d'autres atteintes neurologiques. Question 9. Vous confirmez votre diagnostic. Il n'est pas associé à une hépatite B. Votre bilan met en évidence une insuffisance rénale et une protéinurie. Comment est-ce que vous allez prendre en charge le patient? Donc, on va prendre en charge le patient sur sa maladie de fond, la périartérite noueuse, sur ses symptômes. Il a une atteinte cutanée avec le purpura, une atteinte musculaire, une atteinte articulaire, une atteinte testiculaire, une atteinte rénale. Il a énormément d'atteintes. N'en oubliez aucune pour ne pas rater de points dans ces questions de traitement. La périartérite noueuse se traite par une corticothérapie à forte dose, une dose d'attaque, puis une décroissance progressive. Ne jamais oublier les mesures associées dans la corticothérapie. J'en ai déjà parlé dans les cas précédents, je me répète, mais c'est vraiment très important. Et en cas de gravité, d'atteinte rénale, d'atteinte cardiaque, d'atteinte digestive, d'atteinte cérébrale, les immunosuppresseurs. Donc vous n'avez pas à retenir les molécules ou les protocoles. Ensuite, pensez aux traitements symptomatiques, les antalgiques pour ces douleurs musculaires et articulaires, la kinésithérapie pour ces douleurs musculaires et articulaires. C'est un patient qui fume, il devra être sevré en tabac. C'est un patient qui a une maladie chronique, qui devra être éduqué, comprendre sa maladie, comprendre son traitement, comprendre comment marche le traitement, adhérer au traitement. Le soutien psychologique, parce que ça va modifier son mode de vie, il va devoir s'adapter. La déclaration d'affection longue durée, la prise en charge à 100%, parce qu'il y aura beaucoup d'examens et de traitements coûteux. Et pensez à surveiller le patient sur le plan clinique et sur le plan paraclinique. Bon. En conclusion, retenez surtout le purpura. Ce sont des macules érythémateuses qui ne s'effacent pas à la vitropression. Il y a deux types de purpura. Le purpura thrombopénique et le purpura
vasculaire. Avant tout, avant de réfléchir à l'étiologie, il faut se précipiter pour éliminer les urgences. Éliminer les urgences, c'est éliminer le purpura fulminans dans le cadre d'une méningite. Ensuite, on peut évaluer cliniquement le purpura. Est-ce qu'il vous oriente vers quelque chose de thrombopénique, un purpura en plan, avec une atteinte muqueuse? Est-ce qu'il vous oriente vers quelque chose de vasculaire, essentiellement un purpura nodulaire, infiltré, avec des atteintes nécrotiques qui prédominent au niveau des zones déclives? Ce purpura vasculaire a beaucoup d'étiologies différentes. Et ça peut être infectieux, ça peut être inflammatoire, tumoral, iatrogène. Il faut donc faire des bilans exhaustifs pour retrouver la maladie d'origine. Ensuite, concernant la périartérite noueuse, il s'agit d'une vascularite fréquente chez l'homme adulte. Retenez sa clinique avec des symptômes assez divers, mais certains évocateurs, comme le purpura et l'orchite. Retenez son association avec l'hépatite B. Retenez l'intérêt de la biopsie dans son diagnostic. Et en termes de traitement, retenez que comme la majorité des maladies de système, il faut mettre en place une corticothérapie, plus ou moins des immunosuppresseurs, et surtout les traitements associés, les traitements symptomatiques, l'éducation du patient et son information. Voilà pour le cas clinique numéro 4.